Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les Green Lantern et bien sûr sur le run de Geoff Johns. Et on attaque le tome 2 avec l'arrivée du fameux arc sur la guerre de Sinestro. Un arc narratif absolument fou que je m'en vais vous conter. Bruce Wayne de la Terre, tu as la capacité d'instiller une grande peur, bienvenue dans le corps de Sinestro. Hal Jordan se remémore sa capture aux mains de terroristes avec ses collègues Cowgirl et Rocketman. Alors que dans le présent, il a vu sa tête mise à prix et va intervenir en pays étranger pour sauver Cowgirl, abattu dans les airs par ces mêmes terroristes. Mais dans l'ombre, un ennemi inattendu cherche à récupérer l'anneau de Hal. Alors du coup, l'histoire est la continuité de la dernière histoire du tome 1 dont j'ai parlé dans ma première vidéo, je vous la mets en annotation. C'est une histoire qui donc se passe à deux époques différentes. Une partie de l'histoire est donc dans le présent et l'autre dans le passé. Et globalement, les histoires sont plutôt bonnes. On a le droit à un début de récit très sombre, très introspectif pour Hal, qui va permettre notamment d'aborder le stress post-traumatique, avec notamment 2-3 leçons de vie où on insiste donc bien sur cet arc sur le côté pilote de Hal, un peu plus que sur son côté Green Lantern. On parle plus de l'humain que du super-héros, ce qui peut être vraiment très intéressant quand c'est bien fait, et là en l'occurrence, c'est plutôt bien fait. Le récit a un excellent rythme qui alterne parfaitement entre scènes d'action bien sympas, flashbacks et moments de pur dialogue. C'est très fluide et vraiment agréable, on ne s'ennuie jamais. L'histoire alterne aussi, de temps à autre, avec des pages qui n'ont rien à voir avec l'histoire en cours, qui sont là que pour préparer les futures histoires. Et on a donc notre premier aperçu de Qward, notamment la planète de Sinestro dans l'univers d'Antimatière. La suite est donc parfaitement teasée, en plus d'étoffer le lore et de nous montrer une sorte de pause entre guillemets dans chaque partie de l'histoire, ce qui est vraiment cool. L'héritage et le mérite sont évidemment au cœur de l'histoire, car l'histoire va voir intervenir Amon-Sur, le fils de Abin-Sur. Il va donc y avoir tout un arc narratif qui va le voir questionner la légitimité de Hal en tant que Green Lantern, mais surtout en tant qu'héritier d'Abin-Sur, son père. C'est vraiment idéal comme thématique dans le développement d'Hal Jordan à ce point précis du run, car ça arrive comme une sorte de parachevage de tout le travail sur le personnage précédemment fait par Geoff Johns lors du tome précédent. On poursuit aussi l'intrigue un peu politique lancée dans l'histoire précédente, avec notamment Green Lantern qui ne peut pas intervenir dans un pays étranger, et on va la pousser à fond, en faisant notamment intervenir la Justice League, la Brigade Red Rocket, les Gardiens du Globe, etc. On a donc le droit à une intrigue assez globale avec une assez grosse bataille entre tous ces personnages avec un Hal Jordan qui se retrouve un peu au milieu de tout ça. À côté de ça, on a le droit à une chasse à l'homme. La tête d'Hal Jordan a été mise à prix, et donc au cours de ce récit, on va avoir des surprises assez régulières où on va voir des ennemis sortir de nulle part pour tenter de tuer Hal. C'est vraiment plaisant, on a cette sensation qu'il est vraiment pas en sécurité, et ça apporte un vrai truc en plus au récit. On a également le droit de voir de vraies belles scènes concernant Abin-Sur, un personnage central dans le run de Geoff Johns et notamment dans la mythologie Green Lantern au sens large. On va aussi connaître le destin de Cyborg Superman et le corps de Sinestro commence donc à lancer ses recrutements. Geoff Johns est donc toujours aussi bon dans son écriture sur le moyen, long et très long terme, délaissant très légèrement son histoire présente en termes de qualité, même si ça reste quand même globalement très bien. Il est temps d'aimer. Carol Ferris, l'ancienne amante de Hal et directrice de Ferris Airport, se retrouve de nouveau fusionnée avec un anneau de Star Sapphire contre son gré et va confronter Hal Jordan. Le deuxième arc de ce tome va donc, pour la première fois du run, nous présenter les Star Sapphire. L'histoire a donc comme but nous présenter le retour des Star Sapphire et donc l'anneau de l'amour. On a le droit donc aussi à de la bonne action et du développement de personnages plutôt sympas en général. On nous montre également toute la cruauté de l'anneau des Star Sapphire, mais aussi encore de la préparation à la suite du run avec de l'excellent teasing et un enrichissement de l'univers. La meilleure partie du récit est qu'on voit l'origine du corps des Star Sapphire qui est liée donc à celle des Green Lantern et des Gardiens. C'est juste excellent cet ajout de background et c'est probablement le seul vrai point positif de cet arc qui est clairement un cran en dessous. On nous explique également que le cristal des Star Sapphire est très dangereux et comment il se répand. On nous montre comment la lumière violette de l'amour a vu le jour, on comprend l'importance des Star Sapphire et évidemment le personnage de Carol Ferris est au cœur de l'histoire. On explore donc un peu plus son passé avec Hal notamment, on voit aussi une exploration de la relation entre Hal et Cowgirl, mais surtout on apprend que le timing d'attaque des Star Sapphire n'est pas aléatoire et est une conséquence du soulèvement d'un autre corps. Histoire donc sympa, mais sans plus, qui enrichit très bien le lore autour des Star Sapphire et nous enrichit encore plus le lore sur les différents corps qui seront pleinement exploités à partir du troisième tome. L'histoire est sinon globalement pas très intelligente ou subtile, mais quand elle s'attarde sur le lore, elle fait un excellent taf contrairement au reste de l'histoire.
L'univers entier me donnera du pouvoir alors que notre terreur se répand et Sinestro contrôlera tout. L'ancien mentor et némésis de Hal Jordan, Sinestro a passé longtemps à rassembler une armée de soldats alimentés par la peur qu'ils instillent chez les autres. Pour faire d'eux des Yellow Lantern composés de Superboy Prime, du Cyborg Superman, de Parallax et de l'Anti-Monitor. Et d'autres évidemment, les méchants les plus terrifiants que l'univers ait jamais vus dans une guerre aux envergures jamais vues pour l'univers d'ici, où des milliers de vies vont être perdues, des secrets vont être révélés, des prophéties vont se réaliser, et les conséquences de cette guerre pourraient bien signifier la fin de l'univers. Le corps des Green Lantern va devoir s'unir et faire front s'ils veulent avoir une chance. Ça y est, on y est. Depuis les premiers arcs du run de Geoff Johns, il a préparé cet arc narratif-là, la guerre de Sinestro, qui va servir autant d'arcs vedettes jusqu'à l'arrivée de Blackest Night dans le tome 4, que de teasing encore et toujours pour la suite, au travers de procédés narratifs certes classiques mais maîtrisés à l'absolue perfection. Je vais commencer par dire une chose. Cette histoire est une des plus grandes histoires de DC Comics, à mes yeux en tout cas, sans aucune hésitation. Une des plus grandes batailles qui ait jamais existé, c'est juste inimaginable. Tout d'abord, il faut savoir que le déroulement de l'attaque du corps de Sinestro rend hommage mais surtout puise dans d'anciennes histoires des Green Lantern, notamment dans une histoire qui s'appelle Tigress, écrite par Alan Moore, qui raconte l'histoire des 5 inversions où Abin Sur se voit raconter une prophétie sur l'apocalypse des Green Lantern. La prophétie faisait référence à la cité de Ranx, son attaque contre Mogo, ainsi qu'à la place importante de Sodamiat. Toutes ces choses vont arriver dans le comics, et on va donc avoir comme source un vieux comics qui va servir de point d'appui pour raconter cette histoire, et bordel c'est génial, c'est vraiment pour ça qu'on aime les comics quand ils sont autant connectés et qui se servent autant les uns des autres, quelle que soit leur différence d'âge entre guillemets. Mais avant ça, avant le début de la guerre, on a le droit aux contes de Sinestro, qui sont en gros des petites histoires racontées par Lyssa Drake, sorte de seconde de Sinestro en quelque sorte, à Amon Sur, le fils de Abin Sur lors de son test pour rentrer dans le corps de Sinestro. Et ces histoires sont tirées du livre de Parallax, et elles sont sur les membres les plus dangereux du corps de Sinestro. Ce sont des histoires horribles qui inspirent la peur de plein de manières différentes. Les histoires sont toutes ultra rythmées et très courtes et intenses, et nous présentent des membres du corps de Sinestro parmi les plus odieux, et donc renforcent à mort la menace qui pèse sur les lanternes, et tout ça ajoute avant même le début de l'histoire un background fou à l'armée de Sinestro qui en possédait déjà énormément dû à ses têtes d'affiche. Il y a 4 histoires en tout. Une sur Despotelis, un virus intelligent qui a éradiqué la quasi-intégralité d'un secteur tout seul, Carousil, une femme animale fantomatique qui peut recréer ses proches avec son anneau, Bedovian, sorte d'insecte qui digère ses ennemis pendant des siècles, et bien sûr, une sur Sinestro, le leader, où on revient sur son histoire complète résumée, ce qui en plus est parfait pour rajouter au background du personnage, surtout pour les nouveaux lecteurs ne le connaissant pas forcément bien. Toutes ces histoires, en plus du numéro spécial permettant de voir que l'histoire va bien au-delà de tout ce qui a pu être fait dans le début du run. On sent que cette histoire va avoir une portée immense, que chaque détail va compter dans l'histoire et que le lecteur va être récompensé s'il a été attentif depuis le début du run. Le lore du corps de Sinestro est vraiment travaillé et vraiment trop intéressant, de l'utilisation et de la façon dont marchent les anneaux en passant par les épreuves qu'ils doivent endurer pour devenir des Yellow Lantern, tout est travaillé, tout est intéressant et tout rajoute encore plus de lore et de background. L'histoire est en quelque sorte introduite avec une prophétie d'un des chapitres interdits du livre d'Oa, qui annonce une prophétie donc auquel les gardiens refusent de croire. Le chapitre s'appelle La prophétie de l'apocalypse cosmique de la nuit noire et dit ceci. Un visage de métal et de chair dévoilera le secret des 52. La peur montera, la volonté fera corps, une guerre de lumière déchaînera la vérité derrière le pouvoir de l'anneau. C'est évidemment la prophétie dont je parlais tout à l'heure, celle dans l'histoire Tigress qui fit perdre la tête à Abin Sur. Celle que les gardiens ont refusé de croire pendant tant d'années et ont donc refusé de supporter Abin Sur, ce qui a conduit à sa mort et qui a conduit au déclenchement de la prophétie. La guerre de Sinestro est une guerre mûrement préparée de la meilleure des manières. C'est la plus grande bataille des Green Lantern de l'histoire, en tout cas la bataille ultime entre la peur et la volonté, et ça l'est encore aujourd'hui. Pas la plus grande bataille car elle aura lieu dans le tome 4, mais la bataille ultime entre la peur et la volonté est bien là et vous vous apprêtez à la lire au début de ce tome 2. L'histoire est passionnante, épique et extraordinaire. C'est une histoire qui fait l'unanimité chez tous les fans de DC, le récit est hyper rythmé, il se passe toujours quelque chose, c'est un conflit global donc évidemment il y a des batailles de partout dans l'univers, et quelle bataille, c'est incroyable.
Il y a des pages de combat qui sont complètement dingues, flamboyantes et sanglantes, c'est juste abusé. L'histoire est extrêmement complète, utilisant à la perfection le lore des Green Lantern qui est hyper fourni, le tout en le développant encore plus. La puissance des antagonistes et des protagonistes est complètement démesurée, c'est juste hallucinant. L'histoire dure vraiment longtemps, donc le sentiment de bataille intergalactique totale est ultra présent, et ce, dès le début. Et puis, on parle pas de bataille simple, ici on parle de planètes qui s'affrontent, d'êtres divins surpuissants, et de la volonté contre la peur. L'auteur a parfaitement compris et cerné à la fois son univers, ses personnages, mais aussi les enjeux de son histoire et arrive avec une maîtrise complètement folle à faire un récit complètement fou. L'histoire va de surprise en surprise, de rebondissement en rebondissement, et le fait d'avoir un univers aussi bien déterminé et maîtrisé fait que tout paraît complètement cohérent, complètement à sa place, tout semble justifié. Geoff Johns utilise également parfaitement tous les personnages, surtout sur leurs interactions, qu'il développe à mort et les nuances, donnant à cette guerre un aspect un peu moins manichéen par moment, même si on reste globalement les deux pieds dedans. L'histoire peut aussi faire passer des messages sans qu'ils soient dits avec une simplicité et une facilité de compréhension assez incroyables. Rien n'est laissé au hasard, chaque détail est calculé, le tout dans des décors fantastiques, des différentes planètes en passant par la posture des personnages, au pouvoir qu'ils utilisent, à la composition des pages, c'est une dinguerie visuelle de tous les instants. Il y a une quantité de personnages qui sont parfaitement écrits, nuancés et hyper intéressants dans ce récit, c'est assez fou. De Sinestro à Hal Jordan en passant par Superboy Prime, le Cyborg Superman ou encore Kyle Rayner et l'Anti-Monitor. Je ne peux pas tous les citer, mais c'est vraiment incroyable. Ils ont tous leur moment de gloire, leur moment épique, leur moment où leur personnalité profonde transparaît, bref, c'est parfait ou presque. Il y a évidemment son lot de morts importantes et marquantes, la mort de personnages importants longuement développés par Geoff Johns, étant mûrement réfléchi pour amener à un but précis. Chaque mort importante a un impact réfléchi sur les personnages voulus pour les amener à un certain point, surtout un point psychologique. La preuve ultime pour moi que cette guerre est absolue, c'est que les gardiens vont devoir commencer à changer leurs lois pour venir à bout de cette menace, ce qui donne un côté nuancé à l'histoire et qui va apporter un équilibre dans les deux camps avec la mise en place de la force létale pour les Green Lantern, changeant complètement le statu quo et qui va donc avoir des conséquences énormes sur tout le run. Geoff Johns va même jusqu'à utiliser Coast City, la ville en elle-même, comme un personnage à part entière, pour faire un des plus beaux moments de l'histoire des Green Lantern, elle va littéralement et véritablement devenir la ville sans peur. Le perfectionnisme est poussé au point de calculer la puissance des coups de certains personnages pour qu'ils atterrissent au bon endroit dans la ville, c'est assez fou. Les dialogues sont excellents, à la fois sérieux et avec parfois une touche d'humour réservée à certains personnages, les relations entre tous les lanternes sont bien cool, les relations entre les lanternes humains notamment sont parfaites, ultra bien écrites, avec des dialogues ultra percutants. On va avoir plein de lanternes différents, avoir de vrais dialogues et développement de personnages. Le travail sur les personnages pendant la bataille finale est d'ailleurs excellent, autant au travers des combats que des dialogues. Plusieurs rivalités seront d'ailleurs parfaitement utilisées à plusieurs niveaux, c'est juste fabuleux. D'ailleurs, la plupart des personnages puent la classe et le charisme. Je m'attarderai en détail d'ailleurs sur les personnages importants du run dans la 5e vidéo de cette série, parce que, ne serait-ce que la relation entre Hal Jordan et Sinestro est trop parfaitement écrite pour que je n'en parle pas, mais je veux d'abord vous parler de toute l'histoire, en tout cas de toute la partie qui se passe entre le début du run et Flashpoint. Malgré la puissance de la bataille qui fait rage et à quel point ça accapare toute l'attention, on prépare quand même la suite du run de la meilleure des manières et de manière ultra impactante, notamment au travers de ces deux doubles pages fantastiques qui teasent tout en nous révélant le contenu de la prophétie majeure des Green Lantern, la guerre des Lumières et la Nuit Noire. Geoff Johns utilise à la perfection tous les personnages préalablement établis pour leur donner un rôle avec une précision digne d'un orfèvre. Il y a des retournements de situation absolument dingues, plusieurs combats à plusieurs échelles à plusieurs endroits différents. Le scénario est hyper intelligent pour apporter plein de nuances à l'histoire mais aussi aux personnages, mais ça je l'ai déjà dit. La fin de l'histoire est juste parfaite, épique, pleine de promesses pour la suite, et on a une utilisation des personnages de l'univers aux petits oignons pour renforcer la mythologie Green Lantern, c'est nickel. En bref, c'est un banger, une masterclass, utilisez le terme que vous voulez. Alors pour passer au dessin, je veux tout d'abord parler d'une chose qui est que, pour les auteurs, les choses suivantes étaient nécessaires, notamment la mise en scène de Mogo, la planète vivante des Green Lantern, qui a vraiment représenté un défi dynamique. Avoir un personnage qui est une planète permet de réaliser des choses visuellement incroyables et on ne pourrait clairement pas le faire avec d'autres personnages. Mais aussi,
Un des points principaux, c'est que Sinestro ne devait pas sourire, ce n'est pas le Joker, et devait être représenté de la manière la plus terrifiante possible. Pour ça, les éléments du décor étaient parfaits. Il pouvait notamment se concentrer sur son magnétisme avec de la pluie, des éclairs par exemple, pour renforcer son côté tyrannique et puissant. Alors au dessin, on a globalement Ethan Van Sciver et Ivan Reis. Il y a d'autres dessinateurs, mais je peux pas m'attarder sur chacun d'entre eux, mais donc on a globalement ces deux-là. On a, de manière générale, des visuels absolument fantastiques, dès le début de tous les numéros, des paysages absolument incroyables, des décors complètement dingues, de la démesure, de la grandeur. L'univers d'Antimatière notamment est une masterclass visuelle, c'est fou. On a des scènes avec des milliers de personnages, avec plein de détails, c'est juste dingue. Ivan Reis a été d'ailleurs tellement impressionné par les planches de Ethan Van Sciver sur le numéro Sinestro Special qu'il en a parlé pendant un mois entier tellement c'était épique. On a une mise en page vraiment bonne, les émotions, la destruction des décors, on a des doubles pages absolument folles, les scènes de combat sont ultra dynamiques, on a une vraie inventivité au niveau des constructions des Green Lanterns, ce qui est assez cool, les reflets sont hyper bien faits, la lumière des anneaux aussi, rendant un côté très coloré propre à cet univers. Et puis, Qward, la planète du coup de Sinestro, est juste splendide, c'est magnifique. On a aussi des espèces d'aliens en tout genre, avec une diversité folle dans leur design, des doubles pages d'une puissance et d'une perfection absolue, des constructions de lanternes, à tout va dans tous les sens. Chaque lanterne de chaque corps propose ses propres constructions, ça fait une quantité de détails, c'est absolument dingue, et chaque construction est hyper détaillée dans chaque bataille qui sont immenses. On a aussi des costumes complètement incroyables pour certains personnages qui ont donc un anneau qu'ils n'ont jamais eu ou alors qui ont de nouveaux pouvoirs. Les jeux d'ombre et de lumière, les effets de particules, mais plus globalement, on a également des pages qui resteront gravées à jamais dans les mémoires de tout le monde. Les doubles pages, je le dis et je le répète, sont dingues. Mais même pas forcément les doubles pages d'action. Une des plus grosses forces également, c'est qu'on a des dessins qui glorifient à mort et qui iconisent à mort le corps de Sinestro. On montre leur importance, et on a également évidemment des doubles pages de bataille titanesques. On a aussi, à mon avis en tout cas, une des plus belles doubles pages de tous les temps. Ivan Reis, qui donc a dessiné cette page, dit que c'est une double page de malade, mais il voulait donc en premier lieu qu'elle soit claire, qu'on comprenne ce qu'il se passe, même sans couleur. Il a suivi une logique pour que l'œil du lecteur aille dans le sens qu'il souhaitait, il a voulu attirer l'attention sur le combat entre Superboy Prime et les héros, et faire en sorte que la bataille fasse comme une espèce de collier autour de l'Anti-Monitor, afin qu'on puisse le voir alors qu'il est en arrière-plan. Il ne voulait aucune zone de blanc sur la page, il n'y avait donc en tout cas que Ivan Reis pour réussir à faire une double page aussi belle, il a assuré comme une bête. Je vais maintenant aborder rapidement les intentions des différents auteurs vis-à-vis donc de la guerre de Sinestro, l'arc narratif. A la base, on pourrait penser que c'est une idée évidente de faire affronter les Green Lanterns et Sinestro dans une guerre cosmique, mais ça n'a jamais été fait avant. L'idée leur est venue parce qu'en fait, ils voulaient vraiment frapper très fort avec les Green Lanterns, ils voulaient monter en gamme dans la mythologie et atteindre une altitude inédite. Geoff Johns voulait développer l'idée du spectre émotionnel à fond, et il voulait aussi mettre en scène le retour de Sinestro. Le corps de Sinestro est vraiment mu par sa perception de la justice, par son ego et par la vengeance. Le but du récit étant donc de charger au maximum la mule contre les Green Lanterns. Geoff Johns voulait qu'ils affrontent le groupe de vilains le plus puissant de l'histoire, alors il est allé aussi loin qu'il a pu, réutilisant d'ailleurs des personnages qu'il avait entre guillemets lui-même introduits dans Infinite Crisis. La mort de nombreux lanternes a évidemment eu lieu pour renforcer la puissance de l'Anti-Monitor ou de Parallax avec des morts significatives. Ensuite, le but de Mogo était qu'il soit une combinaison de Yoda et Dagoba. Un endroit où les arbres bougeraient, le paysage changerait en fonction de l'état émotionnel d'une lanterne qui vient en pèlerinage. Mogo devait être un des éléments les plus importants de la mythologie des Green Lanterns, et c'est d'ailleurs une chose très bien exploitée dans le run Green Lantern Corps en parallèle de celui-ci, dispo en partie pour l'instant chez Urban Comics. Geoff Johns a également mis en place la force létale pour les Green Lanterns pour utiliser et forcer les porteurs à avoir ce fardeau, ce devoir de tuer des gens pour gagner la guerre. Et ça a ajouté un côté très sérieux à tous les Green Lanterns. Ça permettait de les traiter sur leur pouvoir et leur responsabilité, et ça permettait aussi d'explorer le délicat équilibre entre tuer et ne pas tuer. Ça permet aussi de développer des personnages en fonction du fait qu'ils soient enclins à tuer ou pas. Encore un move incroyable. Ça a également servi de bascule pour représenter tout son run qui est un véritable combat entre la vie et la mort, avec comme conclusion à ça littéralement le combat de la vie contre la mort avec Blackest Night. Au niveau de la violence, les auteurs voulaient absolument faire comprendre que c'était la guerre, que ce soit vraiment clair et que rien ne serait plus pareil pour le corps après ça.
La violence devait diviser les lecteurs autant que les lanternes étaient divisées. La violence est tellement débridée que certains auteurs pensent avoir un peu abusé sur certains moments. Le but de l'histoire était d'ailleurs de faire de Sinestro un des plus grands méchants de DC. L'un des principaux buts était donc de renouveler le personnage autant visuellement que psychologiquement pour en faire une des têtes d'affiche de chez DC. Et autant dire que ça a fonctionné à mort sur moi, puisqu'il est mon méchant préféré, tout éditeur et univers confondus. À l'époque, tout le monde chez DC est fier du travail acharné abattu car le résultat était là. Autant se creuser la tête pour en arriver à un aussi bon résultat, c'est fou, c'est une vraie collaboration de personnes qui aiment ces personnages, et ça se ressent notamment à la lecture. Les auteurs, au fur et à mesure de l'écriture de l'histoire, se sentaient privilégiés de participer à quelque chose d'aussi important. Alors pour conclure cette vidéo, je dirais tout d'abord que j'espère qu'elle a bien rendu hommage à un de mes arcs préférés de l'histoire des comics, la guerre de Sinestro. Une masterclass absolue qui a mis tout le monde d'accord, tout comme le run dont cet arc fait partie. On se donne donc évidemment rendez-vous pour la partie 3, un jour elle arrivera, je vous le promets, même si la vidéo va mettre sûrement très longtemps à sortir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, et si vous êtes vraiment généreux, le partage de la vidéo reste le meilleur moyen de vraiment m'aider. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire. Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi, je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Day One, et à dimanche prochain, 17h30 pour une prochaine vidéo.